Ladies and gentlemen. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Hello, hello à tous et hello Aurel Sweg. Eh, bonjour, bonsoir, comment vas-tu? Très bien. Bah écoute, ça me fait très plaisir que tu sois là. Bah merci de l'invitation. On est, c'est avec plaisir. On est dans un épisode hors série sur un film. Poup, 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 poup. La musique, le son, tout est magnifique dedans. On va laisser le suspense et on va parler un petit peu de ta chaîne. D'accord. Donc toi, tu as une chaîne YouTube, tu parles de cinéma Yes. et donc j'ai regardé, ça fait 3 ans que tu es sur YouTube? Ouais, à peu près, oui. Oui, 3 ans, oui, c'est ça. OK. Et donc tu fais des analyses mais tu fais aussi des lives. Tu participes à pas mal de lives. Tu fais des interviews. J'ai vu des trucs sur ceux qui font les VF et tout ça. Exactement. En tout cas, dans une atmosphère super détente que moi C'est à la cool. voilà, ça franchement, je trouve ça super cool et puis tu fais, donc aussi des vidéos collection. Tu as une C'est ça. sacrée collection. Oh. Tu rigoles pas, quoi. Oh, en vrai, je trouve qu'elle est pas si grande que ça, mais je me défends sur quelques pièces, je peux me défendre, c'est vrai. Ça va, récemment, là, tu as fait un screen test. C'est ça, ouais. Ça, voilà, c'est ce que je fais en live, c'est que je peux proposer, c'est un type de jeu, c'est-à-dire on prend une image aléatoire dans un film. Ça peut être juste des fois la main d'un personnage qui frôle, je sais pas, peut-être son portable et il faut essayer de deviner le film. Et après, c'est galère parce qu'on se dit ah ouais, on pense par cœur connaître le film par cœur, pardon. Et après, non, en fait, pas du tout. Et ça, j'aime beaucoup faire ça. Moi, par contre, je serais une vraie quiche. Si vraiment je jouais à ce jeu, j'ai déjà testé, je suis une vraie quiche. Mais j'adore le faire, par contre. J'aime beaucoup le faire. Et donc, en tout cas, est-ce que tu pourrais nous parler, toi, d'une vidéo auquel tu as un intérêt, enfin que tu voudrais mettre en avant, en tout cas? Je pourrais oui, une. Alors une, ça j'avoue, c'est Je dis dur. une, ou si tu veux, un type de vidéo, quoi. Ouais, il y a eu la vidéo que j'avais fait sur mes 100 œuvres cultes. C'était une compilation de mes 100 films, 100 séries, 100 jeux vidéo, enfin vraiment tout combiné en une seule vidéo. C'est pour ça que j'ai mis 100 œuvres cultes. C'est pour ça qu'à un moment donné, on peut peut-être avoir The Mask qui va se retrouver juste à côté de Super Mario, par exemple. Enfin, ça a été un gros taf de montage. J'ai mis plus de 4 mois à la faire. Bon, forcément, YouTube, ça leur a pas trop plu parce qu'il y a beaucoup d'extraits, beaucoup de musique et autres. Et donc, je sais qu'elle est bloquée, bon, dans des pays, on s'en fout, genre l'Iran, la Corée, tous ces trucs-là. Mais en visibilité, ça met moins en avant, en fait. Ça met moins en avant. Donc, s'il y en a, justement, qui veulent un peu savoir mon type un peu de cinéma, mais mon type un peu d'œuvre pop culture, j'invite vraiment les gens à aller voir cette vidéo parce que ça m'a demandé pas mal de taf. Beaucoup de taf même, beaucoup de taf de montage, même dans les transitions, à choisir les musiques. Forcément, il y a des films, oui, on va dire c'est évident, mais après c'est totalement personnel en fait, et c'est une vidéo personnelle et que j'aime beaucoup justement regarder. C'est une des vidéos que je regarde encore aujourd'hui parce que d'ailleurs je regarde pas trop ce que je fais dès que je sors la vidéo. Parce que pour moi, elle est sortie, c'est bon, c'est comme ça. Des fois, oui, je vais regarder si par exemple on me dit ah là, t'as peut-être dit une erreur ou autre, je vais aller voir. Mais genre, je vais pas me dire je m'ennuie, dis donc là ce soir, je vais aller regarder ma vidéo. Non, non. Ouais. Tandis que non, sur le truc des œuvres, vu qu'en fait on voit pas ma tronche et on n'entend pas ma voix, je me dis il y a ce truc là où je suis quand même assez fier de l'avoir sorti. Donc si voilà les gens, comme je disais, veulent avoir une petite idée des films qui m'ont forgé ma cinéphilie, si on peut parler cinéphilie bien sûr, j'invite à aller la voir. Et sinon, il y a une deuxième vidéo que j'avais beaucoup aimé faire à l'époque, c'était en novembre. Je l'avais sorti, c'était une analyse des tueurs dans Scream. C'est en mode qui tue qui au même moment dans Scream, en fait, qui porte le costume à ce moment-là. Et ça, j'avais beaucoup aimé la faire parce que gros taf de recherche, gros taf de montage.
Et non, et j'aimerais beaucoup après continuer dans les autres sagas, enfin des autres épisodes de la saga Scream. Le 2 est moins intéressant, le 3 non, mais en fait le 4, j'aimerais beaucoup le faire avec le 4, donc peut-être que je m'y plongerai dessus, je sais pas encore. Mais non, ouais, ces 2 vidéos-là, j'ai trouvé cool aussi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Oui, la vidéo aussi où j'analyse l'album de Gilles Stella. Voilà, en fait, c'est les vidéos qui m'ont demandé pas mal de montage et que j'aime beaucoup et que là, les gens sont contents, sont au rendez-vous. Donc voilà. Et sinon, après, les interviews doublage, il y en a qui sont intéressés par ça. Donc, Ouais, et c'est le Cinéclem aussi qui fait pas mal d'interviews de. Ouais. Lui, en plus, c'est assez différent. En fait, c'est totalement différent, mais en même temps, c'est la même passion qu'on a. On a vraiment une grosse passion vraiment en commun avec les comédiens de doublage. Et en fait, moi, par exemple, je vais plus les faire venir en live et plus essayer de les faire participer avec les gens dans le chat qui vont poser des questions et autres. Tandis que lui, il va vraiment interviewer la personne et de ses questions. Et après, il fait le montage. Ça m'arrive d'en faire. Quand je peux avoir le comédien, même des fois en vidéo, qui peut pas être en live, je le fais. Ça, c'est sûr, ça demande du taf. C'est beaucoup de taf de montage parce que faut chercher des extraits, faut chercher tous ces trucs-là. Tandis que oui, en live, tu as ce truc-là, mais tu as la spontanéité aussi qui peut te faire défaut en live. Parce que si à un moment donné, tu n'es pas en forme, mais que le comédien, lui, en mode tac, 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 il te balance des vannes et tout, ça. Ouais. Mais c'est vraiment cool. Et pareil, non, Cinéclem, c'est une chaîne que je vois pas, je conseille pour ceux qui s'intéressent au comédien de doublage, parce que lui, en fait, justement, va plus creuser justement avec le comédien à ce moment-là. Donc voilà. On embrasse Cinéclem. Bah écoute, on va du coup maintenant passer juste à une introduction de la thématique. Yes. Donc, les paradis artificiels, là c'est ma chaîne où on parle des drogues dans le cinéma. Il y a déjà eu plusieurs entretiens et l'idée c'est en tout cas de voir en fait quel rapport les drogues ont entretenu dans le cinéma, comment ça a évolué, comment c'était perçu à certaines époques, et puis parler un peu de cette évolution. Et pour ça, on regarde des films. Et donc toi, tu as choisi un film. Je l'ai teasé en plus tout à l'heure, mais ouais. Attends, c'est dur avec le... Voilà, pile là. Parfait, qui est, je te laisse annoncer. The Doors de Oliver Stone. Exactement. Eh ben, The Doors. Franchement, merci déjà d'avoir choisi ce film, parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, alors que c'était un film que je kiffais quand j'étais ado, quoi. Ouais. J'ai vu 1 milliard de fois adolescent avec les cheveux longs, avec ma guitare. Ouais, bien sûr. Jim Morrison. Film sorti en 91 d'Oliver Stone. Ouais, c'est ça. Et donc Oliver Stone, le master, quoi. Ouais. Tu voulais parler un peu d'Oliver Stone. Toi, tu as une petite anecdote. Alors oui, Oliver Stone, toute petite que j'ai sous la main. Non, en gros, Oliver Stone, c'est un réalisateur que j'ai découvert là depuis très récemment, hein, parce qu'à un moment donné, je me suis refait Platoon, que j'avais vu peut-être il y a très longtemps, mais que vraiment j'avais pas de souvenir et que je connaissais surtout avec la fameuse scène dans Tonnerre sous les tropiques de Ben Stiller quand il court et qu'il il se fait tirer dessus comme ça. Cette scène-là, elle est incroyable. J'avais vu The Doors, pareil, quand j'étais adolescent, mais il m'avait pas tellement marqué. En fait, j'ai trouvé très long, très contemplatif et tout. Ça convenait pas trop à l'adolescent que j'étais. Pourtant, j'adorais les Doors. J'étais très rock'n'roll et tout. Enfin, vraiment, j'ai l'impression d'être j'étais un fou, oulala. Et voilà, non, qu'est-ce que j'avais vu après? JFK, j'avais adoré. JFK. Tueur Né, pareil, c'est un film même que j'hésitais entre celui-là, tu vois, et The Doors, mais sauf qu'en fait, Tueur Né, j'ai un peu plus de mal. Je sais que c'est un gros film qui est très controversé et que beaucoup de gens aiment. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les 20 premières minutes, par exemple. Après, j'aime beaucoup, mais j'ai beaucoup de mal avec ce festival de couleurs qu'il y a au début. Enfin, c'est très bizarre. C'est très, très bizarre. Après, non, c'est assez incroyable dans ce qu'il peut faire. L'enfer du dimanche, Al Pacino dedans, il est royal, hein, ça y a rien à dire. J'ai toujours pas vu Né un 4 juillet, donc là je sais, je vais me faire taper sur les doigts, mais j'ai toujours pas vu ce film et je sais qu'il faut que je le voie parce que Tom Cruise est incroyable dedans à ce qui paraît. Donc voilà. C'est un bon film. Après, voilà,
c'est pas moi qui vais te taper sur les doigts. Hein. Je sais il est pas facile à appréhender ce film. Enfin, Ouais, non, c'est juste que j'ai pas eu l'occasion de. C'est un témoignage assez, C'est ça. assez hard et enfin, faut avoir envie, quoi. Mais non, mais t'as dit JFK, déjà. Non, mais moi, JFK, version longue direct. Je l'ai vu en version longue au cinéma en plus, il repassait. Parce que justement, l'anecdote, c'est que il y a 3 ans, ils ont fait une rétrospective Oliver Stone au Forum des Images et il était là. Oliver Stone est venu au Forum des Images présenter tous ses films. Donc c'est assez cool. Donc il avait présenté JFK, il avait présenté Platoon, il avait présenté L'Enfer du Dimanche que j'avais raté là, celui-là, je l'ai que vu en DVD. Mais voilà, il est vraiment présenté tous ses films et c'est très 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 sympa tu vois le film par le réel, en plus il parle un français franchement parfait, donc c'est vraiment très cool. Et aussi Snowden aussi qui est un de ses derniers, il me semble, qui est son dernier. Snowden, si c'est un de ses derniers, ouais. Ouais, carrément. Non, et c'était intéressant. Et là, en fait, donc ça, ce que je te raconte, là, c'était il y a 2-3 ans. Et là, cette année, il a sorti un bouquin sur toute sa vie, en fait, de réalisateur. Un bouquin qui s'appelle, je l'ai là tout de suite, hop, allez, je fais la promo du bouquin d'Oliver Stone, À la recherche de la lumière, qui est incroyable. J'ai commencé à feuilleter 2-3 trucs et vraiment, franchement, ça mérite d'en faire une vidéo. Clairement, sauf que c'est tellement dense, c'est tellement un truc que vraiment je mettrais 2 mois à la faire. Et voilà, donc il était venu dédicacer son bouquin, donc voilà, j'ai une dédicace de Oliver Stone et ça n'a pas de prix. Ça, c'est beau. Non, j'avoue, c'est la classe. Hein. Ça, c'est très beau. Et j'en ai profité pour faire dédicacer mon The Doors à ce moment-là, parce que je l'avais acheté en plus en coffret 4K qui était sorti quelques semaines avant. Donc voilà, en plus il était content et donc on en a vraiment parlé un tout petit peu pendant 5 minutes parce qu'il y avait une énorme queue avec plein de gens qui voulaient faire dédicacer plein de trucs. Donc voilà, et c'est vrai qu'en fait Oliver Stone, c'est un mec qui a toujours qui a toujours voulu en fait critiquer l'Amérique. Ça depuis le début de ses films, il a toujours voulu critiquer l'Amérique parce qu'il a fait le Vietnam, Oliver Stone, et il avait franchement des revendications à faire, quoi. Je veux dire, quand on voit Platoon, tu dis ah ouais. Tu sens vraiment que c'était fait par quelqu'un qui était sur le terrain. Même si Apocalypse Now, tout ça, en fait, c'était vraiment le Vietnam. Hein. Apocalypse Now, on n'en parlera pas parce que c'était un tournage de ouf, mais voilà, c'était vraiment le Vietnam. Mais là, Apocalypse Now, Platoon, c'est un film sur vraiment le Vietnam par un mec qui était, avec en plus un casting ouf, clairement. En fait, il fait des films quand même toujours sur des sujets un peu controversés. Hein. Tu l'as dit, JFK. Les Doors, on en parlera tout à l'heure. Pour moi, il y a quand même une petite controverse. Il a fait le World Trade Center. Ouais, il a fait ça. Il a fait Wall Street. Ouais, Wall Street. Il a fait Snowden. Il a fait Wall Street. Enfin, oui, il critique. Ça, il a toujours voulu critiquer. Et je pense que jusqu'à la fin de sa vie, ça sera quelqu'un qui aura toujours quelque chose à revendiquer. Après, est-ce qu'on est d'accord avec lui ou pas? C'est le problème. Il y en a qui vont dire qu'il est même trop patriotique. C'est-à-dire qu'il a fait un entretien aussi avec Poutine. C'est ça, c'est pour ça que les gens, ils ont un peu pété un câble. Donc, il va loin dans certains choix qu'il fait. Mais, moi, en tout cas, toutes ses œuvres, tous ses films, je trouve qu'ils sont irréprochables. Quoi. Je veux dire, c'est toujours un travail. Tu prends JFK, le film, il dure 3 heures et demie. Mais c'est probablement le film de 3h30 que j'ai vu le plus de fois. J'ai dû le voir une bonne dizaine, une quinzaine de fois. À chaque fois que je peux le voir, je le regarde. De toute façon, c'est vraiment Kevin Costner qui est révélé, enfin qui est excellent dedans. Et dans tous les films que tu as cités, il y en a un dont on n'a pas parlé, c'est Savages. Je l'ai pas vu celui-là, donc c'est pour ça que je l'ai pas. Et donc il parle de cannabis. Donc d'accord. Pour la thématique, je pense qu'à un moment ou un autre, je le traiterai. Je l'ai pas vu non plus, mais je sais qu'en 2012, il a fait ce film. C'est ça. Donc en tout cas, voilà, Oliver Stone, du très 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 lourd.
Donc, Ah, à la oui, réalisation. aussi c'est vrai qu'on parle en tant que réal, mais même en tant que scénariste. Oliver Stone, quand même, que c'est un gars. Enfin, il a scénarisé Scarface, Midnight Express, c'est lui. Non, je dis peut-être n'importe quoi là. Je sais que Si, Scarface. si, tu as raison. Et Midnight c'est lui. Express, c'est lui aussi, ouais. C'est lui Ouais, aussi, ouais. d'accord. Et ben voilà, il a. Donc là, il écrit, il a aussi participé au scénario, mais ils sont deux. Il y a Randall Johnson Ouais. qui a écrit avec Oliver Stone sur le film des Doors. Donc ils sont deux au scénario. Et Randall Johnson, apparemment, il avait travaillé sur des épisodes des Contes de la Crypte. Et il a fait aussi le film, enfin le scénario du Masque de Zorro. Voilà. Celui avec Antonio Banderas. Ouais, D'accord, bah comme quoi, faut bien payer ses factures. Hein. c'est ça. Donc ensuite, on peut passer au casting qui est quand même assez Ouais, non mais. extravagant, quoi. Il y Casting, a mais typiquement, quand même, ouais, années 90, quand même. Enfin, il y a vraiment tous les gens des années 90. T'as Val Kilmer, qui aujourd'hui, malheureusement, le pauvre, c'est un peu compliqué pour lui. Enfin, t'as Meg Ryan, t'as Kyle MacLachlan, on dit comme ça, ouais. Il y a vraiment, il y a même Billy Idol qui fait un petit caméo. T'as Kevin Dillon. Enfin, vraiment, ouais, c'est vraiment ce casting typiquement vraiment années 90. The Door, c'est vraiment un film qui s'inscrit vraiment dans cette année 90 là, vraiment ça se voit. Je pense qu'il y a déjà une première remarque, c'est qu'il y a quasiment plus aucun acteur qui aujourd'hui est vraiment un acteur de premier plan. C'était vraiment, alors qu'ils étaient tous très connus à cette époque-là. Aujourd'hui, tu prends Val Kilmer, Meg Ryan, bon, on les connaît, mais ils sont plus du tout au top, quoi. Alors, MacLachlan, parce que maintenant c'est un peu devenu même un peu un mème avec tout ce qui est Twin Peaks et tout, parce que c'est vraiment devenu le mec cool par excellence. Mais c'est vrai qu'il a un peu cette image de Twin Peaks ou même des films de Lynch, MacLachlan. Ouais, Dune, ouais, c'est clair. Oui, c'est ça. En tout cas, Val Kilmer, comme tu l'as dit, il était quand même assez connu parce qu'il avait déjà fait Top Gun, Willow. Et puis ensuite, il a fait Le Saint, Planète Rouge, et puis il y a eu Hit. Mais donc il a quand même bien enchaîné. Tu oublies Batman Forever quand même. Ouais, c'était volontaire. Tu le voyons quand même. Meilleur film de Val Kilmer quand même, Batman Forever. Quand même. Je me suis dit non, je vais pas le référencer. Je vais l'oublier, là, bizarrement. Surtout qu'en plus, il a même pas fait celui d'après. C'est Georges Clooney qui l'a fait. Non, je crois qu'il a été insupportable en gros sur le tournage, donc ils l'ont dégagé Fissa, quoi. Ouais, et puis alors j'ai lu un autre truc qui disait que c'est parce qu'il faisait le Saint. Ah. Mais bon, à mon avis, oui, c'est vrai que tu peux faire Batman ou tu peux faire le Saint. C'est pas ce que je souhaite. Peut-être. Mais bon. Meg Ryan, qui est vraiment très jolie et très rayonnante dans ce film. On l'avait vu dans L'Aventure intérieure. Je sais pas si tu as vu ce film. Ouais, de Joe Dante, ouais, bien sûr. Ouais, qui était vraiment une comédie super marrante des années 90, quoi. Elle est dans Top Gun aussi, Meg Ryan. Elle est dans Top Gun aussi. Elle est dans Top Gun aussi, ouais, tout à fait. Et c'est marrant d'ailleurs, hein, parce que du coup, on a deux acteurs de Top Gun. Peut-être qu'ils s'étaient rencontrés, je sais pas s'il y a un rapport, quoi. Mais Val Kilmer et Meg Ryan avaient joué ensemble, ouais. Et donc, elle a fait aussi Quand Harry rencontre Sally. Oui, en 89, ouais, c'est ça. Qui est assez excellent, quoi. C'est ça. Et pour Frank Wallet, donc on a aussi Swimming with Shark. Je sais pas si tu as vu ce film avec Kevin Spacey, que je te conseille fortement. Alors vraiment un film des années, ça doit être 95, avec justement donc lui, Frank Wallet, en personnage principal, qui arrive dans une boîte et il se fait maltraiter par son directeur, enfin son patron, mais vraiment il lui parle, et donc le mec pète un câble au bout de 6 mois, où tu vois, où il se fait maltraiter. Il enlève son patron et il l'emmène chez lui et il commence à le maltraiter, enfin à le séquestrer et à lui rendre l'appareil en fait de ce que l'autre lui a fait subir pendant 6 mois. Ok. Sauf que bon, c'est un délire, c'est un psychopathe du coup. Enfin, tu vois, tu t'enfermes pas les gens. Mais le film te montre un peu toute cette évolution et pourquoi le mec en arrive là
Enfin, c'est un film que je te conseille fortement. Bah, surtout Frank Welly, il est surtout connu pour dans Pulp Fiction son rôle de Brett. Surtout ça qu'on le connaît. Pour ce fameux duel avec Samuel Jackson. Quoi voilà, c'est vraiment ce truc. On parle quelle langue à quoi? C'est exactement ça. C'est ouf. C'est Brett qui se fait tirer qui se fait défoncer par Samuel Jackson quand il finit son monologue. Donc ouais. Ouais, bah oui. Qui se fait manger son quarter pounder, oui. Exactement. Est-ce que au niveau casting, je pense qu'on a vu tout le monde. Hein. Il y a, Michael Madsen. Il y a Michael Madsen dedans. Il y a aussi même une toute petite apparition de Crispin Glover Andy Warhol, qui est très cool. Crispin Glover, qui est George McFly. Moi, je retiens pour George McFly de Retour à le futur. Donc, c'est toujours sympa de le voir dedans. C'est toujours un mec qui fait toujours des rôles extrêmement chelous et je pense qu'il n'a pas eu beaucoup de mal, je pense, à rentrer dans le rôle comment il s'appelle, je viens de le dire. Andy Warhol, voilà. Mais en tout cas, il joue un Andy Warhol. Il est génial. Quoi. Non, il est génial. c'est Dieu au bout du fil. Non, mais c'est ça. Si, il y a Kevin Dillon aussi. Quand même. Il y a Kevin Dillon qui joue mais comme tu disais, ça c'est devenu un second rôle aujourd'hui, mais début années 2000, on l'a surtout connu pour Entourage, Kevin Dillon. C'est surtout, c'est comme ça que je l'ai connu personnellement. Je l'ai connu comme ça et après. Ouais, de toute façon, il n'y a que des grands acteurs. Non, mais c'est ça. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens et ils jouent tous bien, je trouve. C'est bien foutu, quoi. Donc pour le contexte, donc on a dit 91. Mais c'est un film qui se passe donc à l'époque des Doors, et donc ça se passe entre 63 et 71. C'est ça. Donc on est quand même sur une réplique de l'époque et tout ça qui est assez intéressante, qui est bien foutue, quoi. Et donc l'histoire du film, c'est un peu toute l'histoire de la création des Doors, surtout du côté de Morrison. Et puis l'évolution jusqu'à sa mort à Paris, quoi. C'est ça. Donc, pendant cette période-là, il se passe plein de trucs qui sont quand même assez cultes. Donc, il y a, comme tu l'as dit, Andy Warhol. Il y a une bande son, forcément, qui est culte, avec la musique des Doors, mais il y a aussi des musiques qui sont vachement sympas, autres que les Doors dedans. Tu as Carmina Burana, qui est une musique classique incroyable. C'est la séquence de Trip, c'est ça, là, quand il est chez la... Ouais, c'est sa dealer, là, un truc comme ça, ouais. Quand il est chez la journaliste, la femme chamane, un peu... C'est ça, ouais, la chamane, j'ai dit sa dealer, mais non, c'est ça, c'est la femme chamane, ouais. Celle où Et donc cette musique, elle est dingue, elle commence petit à petit, et puis ça part crescendo. Et puis tu as aussi Héroïne des Velvet Underground, ouais. qui est elle, c'est quand il prend des photos aussi à un moment. En tout cas, tu as vraiment une bande son de l'époque, avec toute leur musique à eux forcément, hein, qui décoiffe, quoi. Et tu as une référence, parce que j'ai fait il n'y a pas longtemps un entretien sur Easy Rider. Ouais. Et en fait, dans le film, à un moment donné, c'est marrant, là, ils font une référence, ils disent « Ah, si Dennis Hopper, il a pu faire un film, on va faire un film, nous aussi, quoi. » Et donc, tu as une petite référence donc, à Easy Rider dans le film. Ok. J'ai pas relevé direct, pourtant... Ouais, c'est vraiment l'histoire d'une phrase, quoi. Mais à un moment donné, ils sont... je crois que c'est à la fin d'un des premiers concerts où il dit... ils sont vachement contents d'avoir réussi et ils disent en plus on va faire un film, vu que Dennis Hopper, en gros, il a fait un film. C'est bon. Ok. Oui, d'accord, c'est bon. Oui. Okay. C'est juste une petite phrase à la con comme ça, mais qui fait une petite référence, quoi. Ok.
toi, qu'est-ce que tu dirais déjà des points qui t'ont marqué En vrai, il y aurait, j'avoue, par où commencer? Bah, on peut parler de la mise en scène de The Doors qui est très planante. C'est une mise en scène justement, en fait, la caméra limite, elle fait que de bouger, un peu comme si bah, tu étais tout le temps dans un état second parce qu'elle prend, j'ai l'impression, le point de vue de Jim Morrison sur à peu près tout le groupe. Voilà, c'est lui, comment il voyait le groupe, comment il ressentait tout ça. Parce que même, il y a même des éléments qui sont pas vrais. Par exemple, l'élément quand il enferme Pamela Courson dans le placard et qu'il fout le feu, ça, c'est totalement faux. Par exemple, ça, c'est pas vrai du tout. C'est juste un peu pour mettre de la dramaturgie dans l'histoire. Alors, ce que tu dis, c'est intéressant parce qu'il y a des éléments du film qui sont contredits par les membres du groupe. Et Ouais, c'est oui, là, c'est un des premiers que tu cites. Il y en a pas mal sur, oui, il y en a plein. Ouais, ouais. sur Jim Morrison en tant que tel, parce qu'ils disent qu'il est très caricatural dans le film et que en réalité, il était quand même plus subtil que ce qu'il montre dans le film. Et effectivement, ils disent qu'il n'aurait jamais fait un truc comme ça. Oui, oui, il y a un truc comme ça. Après, c'est le problème avec quand tu fais un film aussi avec les membres qui sont encore là aujourd'hui, de forcément l'image. Et ce que je me suis dit pendant tout le film, je me suis dit, mais c'est ça que Bohemian Rhapsody, qui est sorti il y a 3 ans, aurait dû être. Mais vraiment, un film vraiment où tu vois la descente aux enfers de Freddie Mercury, c'est ça qu'on aurait dû voir. Pas juste un film où c'est un film où tu montres Freddie Mercury lisse. C'est ça en fait que je voulais voir dans Bohemian Rhapsody. Et pendant tout le film, je me suis dit, ah ouais, non, quand même ça. On a quand même raté un truc quand même. Ça a été quand même vachement controversé au moment où c'est sorti. Hein. On a dit que c'était vachement oublié ce qui s'est réellement passé pour Freddie Mercury. Quoi. Mais bien sûr, bien sûr. Je veux dire, pas une seule fin. Si on en parle à la fin, mais pas une seule fois. Je veux dire, on le voit en état vraiment désastreux quand il est atteint du sida. Moi, je voulais voir des scènes comme ça, des scènes où justement, tu aurais la performance de Rami Malek. Franchement, qui aurait subjugué l'écran. Ça aurait été génial de voir vraiment Rami Malek. La dernière scène du film, ça aurait dû être, il fait Show Must Go On, il boit son verre de vodka, il chante Show Must Go On, fin. Ça aurait été parfait, ça. Donc, bon, c'est dommage, on n'a pas eu ce film-là. Peut-être qu'on l'aura un jour, mais pas avec Rami Malek, vu que de toute façon, il a eu son Oscar et que maintenant, il fait autre chose, donc tant pis. Mais ouais, pour revenir sur The Doors, oui, forcément, il y a des éléments que les membres du groupe ils ont dû un peu gueuler parce que c'est vrai que Morrison on le voit un peu bourré pendant tout le film, on a l'impression qu'il est tout le temps bourré pendant tout le film, tandis qu'en fait non, peut-être c'était un peu son esprit qui était peut-être un peu en mode ouais je suis un peu comme ça, mais c'est vrai que quand tu vois il a toujours une bouteille d'alcool à la main et qu'il est tout le temps bourré, surtout vers la fin, oui c'était une chute aux enfers, une descente aux enfers, mais même au début du film quand il est sur la plage, même quand la toute première scène où on le voit monter sur le balcon et qui va discuter avec la jeune femme et qui dit ah j'ai un copain et tout ça et qui l'embrasse, enfin oui forcément, mais t'as toujours l'impression qu'il est bourré en fait, Morrison. Mais je pense qu'il est alors soit il était bourré, soit il était sous psychotrope, Ouais. et puis en fait c'était pas des petits psychotropes, hein. Mais je pense qu'il avait quand même ce besoin d'être tout le temps perché, quoi. Peut-être après on n'a pas tellement Dans le d'interviews film, c'est ce qu'il montre. Est-ce que dans la réalité c'était le cas? Ouais, c'est ça, c'est dans le film en tout cas, oui, on a cette image, enfin on a ce ressenti qu'il a besoin, comme tu as dit, de toujours en fait être dans un autre monde en fait. Je repense même à la scène du repas là quand il pète un câble sur le poulet, sur la dinde là. Cette scène-là, elle est folle, mais oui, tu dis, est-ce que en vrai cette scène-là, si ça s'était passé en vrai, est-ce que ça aurait été comme ça? Est-ce que là, oui, forcément, il faut de la dramaturgie. Forcément, tu peux pas jouer un personnage. En plus, il faut un peu de show pour le film, ouais, je suis d'accord. Voilà, forcément. Et pourtant, je veux dire, le film, il est quand même très contemplatif. Hein, les 20 premières minutes, ça, je me souvenais pas, c'était très contemplatif au début. C'est un peu dur. Même la scène juste avant, quand il chante The End, où il fait toute la chanson, là, quand il est dans le désert. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, cette scène-là, elle me gavait un petit peu. Pour l'avoir en plus là revu, je trouve que clairement, il y a des moments qui sont très contemplatifs. Mais oui. Tu as complètement raison. Déjà, le début, par exemple, quand il voit ce fameux accident, ouais. enfant, et donc il voit cet Indien mourir sur le bas-côté, cette image qui apparemment l'aurait marqué ouais, j'ai vu ça aussi. Dans sa vie et tout ça. Déjà là, on est sur quelque chose de contemplatif. Ensuite, au début, quand il arrive en Californie,
c'est pareil, on suit un peu de loin. Quand il y a la phase de The End, faut s'accrocher, hein, parce qu'elle dure 12 ou 15 minutes. 8 minutes, je crois, la version du film. Mais justement, cette scène-là, je l'ai trouvée incroyable en fait quand je l'ai vue, parce qu'en plus, je l'ai vraiment vue. J'étais en condition, tout ça. Enfin, là, vraiment, cette scène-là, je suis en mode, ah ouais, là, c'est peut-être une des meilleures scènes du film, clairement. Ah bah, elle est incroyable. Ah, c'est la musique. Et comme ça, je pense que tu mets The End, tu peux pas mettre une scène de Non. baston vraiment à la Old Boy ou à The Raid sur The End, ça serait pas possible. Ou alors c'est totalement assumé et le mec c'est un génie. Donc ouais. Contre-pied. Parce que attends, dans le The End, c'est pas dans le désert. Hein. Non, mais en fait, ça commence. En fait, voilà, c'est ça. T'entends au fond en fait que ça commence un peu à se préparer. T'entends avec la guitare au début, tu dis ah c'est The End, non c'est pas The End, et après ça enchaîne tout de suite avec le concert et là tu vois que et là, c'est ça The End. Ouais. Et là ça se barre en cacahuète et c'est ouf. C'est vraiment ouf. Ça se barre, comme tu dis, en cacahuète. Il y a un côté très poétique, moi je trouve, en tout cas dans les musiques de Morrison. Et c'était presque plus un poète qu'un chanteur, en fait. Oui. Moi, à mon sens. Hein. Bien sûr, c'est un chanteur et voilà, ils ont fait des gros tubes. Mais quand moi j'écoute les Doors, je l'écoute pas de la même manière que si j'allais m'écouter un album des Rolling Stones. Tu vois, il y a un côté oui, bien sûr. plus posé, il y a un côté mélancolique. Enfin, oui, bah ça, comme je pense. c'est de la poésie chantée, quoi. Bah, comme beaucoup de poètes, je pense. Et le truc, c'est que oui, en fait, Morrison, en plus, c'était un peu un poète incompris. Parce qu'avant qu'il devienne vraiment connu, Morrison, on le regardait un peu comme ça. Il pouvait, en fait, capter des gens. Voilà, il pouvait raconter des histoires. Ça, c'est un très bon conteur d'histoire, Morrison. Il pouvait vraiment capter des gens et tout ça. Mais beaucoup de gens, en fait, le prenaient pas au sérieux. Ils le voyaient vraiment comme un mec extrêmement shaper. Et sachant qu'à l'époque, les gens étaient shaper. Mais là, Morrison, il était au-dessus des gens shaper, quoi. Mais alors, attends, j'ai lu que, en fait, à cette époque-là, le LSD était considéré comme une drogue que depuis 2 ans aux États-Unis. Donc en 65, 63, ouais. Et que du coup, en fait, dans les facs, il y avait des tests, enfin, ils faisaient en fait des travaux d'études sur le LSD parce que ça n'avait pas encore été interdit. Et en gros, tu pouvais très facilement. Ça, j'étais pas du tout au courant, j'ai vraiment découvert ça. Tu pouvais te procurer en fait du LSD en étant étudiant américain dans les années 60 très facilement. Il suffisait que tu arrives avec un papier pour dire ouais, j'ai besoin de ça pour faire un test pour un truc. Enfin, en gros, c'était tellement pas considéré comme une drogue encore que c'est pour ça que il y en a eu autant que ça sur les hippies de Californie et tout ça. C'est parce qu'ils avaient un accès en fait très simplifié apparemment au LSD. Bon, après, ils ne prenaient pas que du LSD. Hein. On en parlera. Non, on en parlera après, mais ils ont fait pas mal de mélanges. Mais justement, j'ai appris même certains trucs en apprenant un peu autour du film, que justement, en fait, lui, il prenait tout ce type de drogue, mais par exemple, il n'aimait pas tout ce qui était héroïne. Lui, il n'aimait pas se piquer, par exemple. C'est pour ça que ça fait débat, parce qu'on dit qu'il est mort d'une overdose d'héroïne. Oui, c'est ça que c'est bizarre. Oui. Alors que il se piquait pas et l'histoire de sa mort. Alors, si tu veux, on passe à ça. Vas-y. Mais cette histoire, elle m'a vraiment. Je trouve que c'est un mystère, quoi. Parce que dans le film, c'est un peu mon regret du film, c'est que c'est pas traité en fait. En fait dans le film, on a la version qui est la version legit, enfin celle qu'on nous dit dans les journaux, c'est ce qu'il y a eu écrit, mais on sait très bien que en réalité, il serait pas du tout mort dans sa baignoire, il serait mort. C'est Philippe Manœuvre qui raconte très bien cette histoire. Je ne sais pas si tu as vu. Justement, en fait, j'ai regardé pas mal de vidéos. Je suis un mec extrêmement il était ami avec Agnès Varda. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, ils étaient en boîte et tout. Et enfin, c'est Agnès Varda en fait qu'aurait, quand il serait mort, qu'il aurait un peu maquillé pour justement en fait cacher un peu tout ça. En gros.
c'est ça. aider à le ramener de la boîte de nuit jusqu'à chez lui pour que déjà il n'y ait pas de problème dans la boîte de nuit. Parce que C'est ça. forcément, Jim Morrison mort dans une boîte de nuit à Paris, je te laisse imaginer le lendemain le bordel que ça aurait généré. Oui, ils ont Donc, mis, je crois, 2-3 jours vraiment avant d'annoncer sa mort déjà. À part les membres du groupe qui étaient au courant. Ça a été très très louche. Donc Manœuvre, donc il raconte ça. Il dit que Varda lui a raconté l'histoire. Après, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Chacun choisira son truc, mais en tout cas, on a aujourd'hui pas mal d'éléments qui montrent qu'en fait, ça a l'air plus compliqué que ce qu'on nous a raconté. Oui. Et moi, en tout cas, en faisant les recherches, ça m'a permis de découvrir quelqu'un que je ne connaissais pas, qui est Jean de Breteuil. Je ne sais pas si tu connais cette personne. Mais, non, justement. Parce que quand tu m'en as parlé, je me suis dit non, je préfère la découvrir au moment où tu vas m'en parler. Eh ben, Jean de Breteuil, ça serait probablement le dealer d'héroïne de Morrison, qui à ce moment-là était le petit ami de l'amant de la copine de Morrison. Ouais, de Pamela Coulson. Pamela, voilà, moi j'ai un trou. Et en même temps, c'était le petit ami d'Agnès Varda. Non, putain, je mélange tout. De Marianne Faithfull. Ouais. Et donc ce gars-là, c'était un gros dealer. Il vendait à Keith Richards, il vendait à beaucoup de stars de groupes. Il faut savoir que ce Jean de Breteuil, en fait, c'est un mec qui était super jeune, il avait 18 ans. Tu vois, il vendait déjà à ces gens-là à 18 ans parce que c'est un aristocrate, enfin c'est un héritier d'une famille aristocrate française. Et son père est mort tôt, donc il a hérité de toute la fortune de son père très tôt. Fortune qui a été faite dans les colonies en Afrique, donc voilà, je préfère. Et donc il s'est retrouvé avec énormément de sous. Et il était drogué, il a fait ses études aux États-Unis. C'est là qu'il a commencé à faire son business et tout ça. Enfin, donc et il est mort, alors, pour conclure, il est mort à 22 ans. Mais à 22 ans, il avait déjà eu le temps d'être le dealer de toutes les rockstars du monde, quoi. Enfin, c'est un parcours assez hallucinant. Et alors, il y aurait une rumeur comme quoi lui, en fait, aurait participé à la mort de Morrison en mettant une dose trop grosse d'héroïne pure dans le shoot que Morrison aurait pris. Quoi. C'est ça. Ouais. Bon. On ne sait pas vraiment, mais en tout cas, on sait que c'est pas dans sa baignoire. Enfin, il y a vraiment beaucoup de gens qui disent que c'est. Oui, dans le film, ça arrive très vite la fin. C'est vrai que quand je voyais l'appartement à Paris, je me suis dit c'est déjà la fin. C'est vrai qu'une scène dans la boîte de nuit où vraiment à la limite on le voit peut-être rentrer dans une porte et après on le voit ressortir vraiment en train peut-être de succomber. Là, ça aurait pu être intéressant. C'est sûr, ça aurait demandé du budget, ça aurait demandé. En plus, s'ils voulaient vraiment faire un truc très simple, vraiment la scène de fin. Au Père Lachaise, j'ai trouvé super touchante comme scène. J'aime beaucoup cette scène. Avec la musique et tout, elle est top. Hein. C'est un bel hommage, quoi. Ouais. Et encore, tu vois, son côté voix, poésie, ça s'y prête vachement dans le cimetière. Ouais, ça passe très bien. Ouais. C'est vraiment incroyable. Donc, ouais. Donc c'est un peu le reproche, cette fin, elle est un peu rapide. Mais toujours est-il que on voit vraiment quand même bien toute l'évolution du groupe, du début où ils sont étudiants, où ils font leur fac de ciné, à quand même leur dernier album. Donc on suit tout, on suit surtout Jim. Ouais. Et ses frasques et puis on voit en fait l'évolution du personnage, même si l'évolution elle est plutôt vers le bas que vers le haut, malheureusement, hein, parce que c'est quand même quelqu'un qui avait l'air d'avoir une facilité en fait à comprendre des concepts philosophiques et des choses. Enfin, tu vois, il avait l'air d'être très très capable. Et il s'est un peu quand même détruit, malheureusement, quoi. Ouais. Et puis, d'ailleurs, en plus, je sais pas si tu as remarqué dans la fac de ciné, c'est Oliver Stone qui joue le prof, qui fait le caméo du prof.
C'est Ok, non, Oliver j'ai pas Stone, ouais. remarqué, ouais. C'est Oliver Stone. J'ai repéré tout de suite. En mode, Quand il projette son ouais, film, quand il j'ai pas projette, fait. c'est Oliver Stone. Ouais. Enfin, j'ai trouvé ça très drôle justement que ça soit lui qui soit le prof de cinéma en plus. Enfin, j'ai trouvé ça pas mal comme caméo. Ouais, carrément. Euh, et puis après, en fait, on voit bien la relation aussi entre Pamela et Jim. On voit bah, en fait la relation de deux personnes qui sont droguées. Donc forcément, c'est en dents de scie, c'est que des moments très mauvais, des moments très bons. Ouais. Mais ils sont quand même toujours restés ensemble. Donc ça, c'est un truc que je Bah trouve après, assez fort. ouais. Après ça, c'est peut-être peut-être le point noir un peu du film, c'est que je trouve que leur relation, elle est pas assez exploitée. Par exemple, je prends un autre film pareil qui parle exactement du même type de couple, c'est Sid et Nancy, avec Sid Vicious et Nancy, justement sa copine Camé, avec Gary Oldman. Le film est sorti, je crois, en 86. Et là, en fait, pareil, là, tu vois que c'est vraiment un couple toxique, mais qui se pourrit la vie vraiment jusqu'à leur mort, vu que c'est même lui qui va l'assassiner. Enfin, en tout cas, il la poignarde accidentellement et elle succombe de ses blessures. Et après, après lui va mourir, je crois, quelques mois, ou vraiment peut-être 1 ou 2 ans après. Et là, vraiment, en fait, tu vois vraiment cette relation de couple toxique qui vraiment, elle le tire vers le bas tout le temps. Et je trouve que en fait, dans The Doors, en fait, à un moment donné, j'avais totalement oublié que il était avec Pamela. En fait, j'ai l'impression que je sais pas, il manque peut-être vraiment un truc dans leur relation, parce qu'à un moment donné, t'as une scène, ils sont super heureux. Après, t'arrives tout de suite à la scène du repas où ils pètent un câble avec la dinde. Et je sais pas, en fait, il y a quelque chose, je trouve, qui manque dans leur relation pour dire ah ouais, mais en fait, pourquoi elle, justement, pète un câble sur lui, sachant qu'elle est aussi droguée. C'est ça, en fait, je comprenais pas trop, en fait. Ouais, mais, déjà, je pense qu'ils étaient d'accord ensemble, mais ils ont eu chacun des relations extra-conjugales. Enfin, si tu veux. Oui, ça, après, c'est quand t'es une rockstar. Mais, Hein, ça. elle aussi, hein. Enfin, je veux dire, elle, c'est réputé qu'elle a eu plusieurs amants de son côté. Hein. Donc, je pense qu'ils étaient déjà open quoi, dans ce truc-là. Et le film, en fait, ouais, il y a quand même pas mal de scènes entre deux, hein, je trouve. Ouais, non, mais en fait, j'ai fait un énorme raccourci, mais c'est vrai qu'en fait, je trouve que justement, leur relation, il manque, je trouve, vraiment quelque chose pour vraiment montrer une relation qui est en même temps fusionnelle et toxique à la fois, en fait. Je trouve qu'il manque. Je pense qu'en tout cas, dans ce film, on n'a pas l'impression que. Enfin, c'est pas montré comme quoi ils s'entraînent tous les deux vers le bas. On a plutôt l'impression que Jim s'entraîne vers le bas et qu'elle, non. Ouais. Alors qu'elle prend des drogues aussi. Mais c'est ça, c'est la faute. C'est ça, en fait, c'est la famille qui a demandé à Oliver Stone au moment du tournage que justement, en fait, que Pamela soit pas justement montrée comme, on va dire, la véritable Pamela de l'époque, en fait, parce que normalement, dans la véritable histoire, c'est elle-même limite qui a failli tuer Morrison. Il y a un délire comme ça, je crois. Elle, en fait, elle était. Qu'elle soit pas liée, en fait. En fait, elle était héroïnomane et tout. Et alors, il y a bon, je sais pas si c'est vrai ou pas, il y a une autre histoire sur YouTube racontée par un gars, Charles, je le mettrai en référence. Mais il y a une hypothèse comme quoi c'est elle qui aurait demandé en fait à Jean de Breteuil d'assassiner Morrison, parce que comme elle était mariée avec lui et qu'elle avait la totalité de l'héritage, enfin de ses biens, qui devait lui revenir en cas de problème. Et je sais pas si tu vois dans le film, en fait, Morrison, il sort avec une journaliste qui est enceinte à un moment donné. Oui. Une nana. Et il se trouve que cette nana, ils ont failli vraiment se mettre ensemble. Elle a failli venir habiter à Paris avec lui. Et donc, il y a tout un délire qui serait de dire que en fait, Pamela aurait fait tuer Jim Morrison, sachant qu'il allait partir, et que du coup, elle perdrait tout l'argent, qu'elle perdrait tout, en fait. Et donc, elle aurait, comme Jean de Breteuil était son amant, elle aurait préparé avec son amant le fait de tuer Jim pour récupérer l'argent.
Voilà, on saura jamais. En tout cas, elle est morte 3 ans après, hein, donc elle n'a pas Oui. un destin non plus qui est extraordinaire. Elle est morte 3 ans après. De Breteuil, il est mort 1 an après Morrison. Donc, enfin, tous les gens de cette histoire quasiment sont morts, sauf Marianne Faithfull qui est encore là, quoi. Mais bon. Qu'est-ce que tu voudrais dire d'autre, mon petit Aurel? Bah, sur la mise en scène, toujours? Ou là, on était sur les On persos? est sur les trucs cultes, sur ce qui t'a marqué dans le film. Non, en vrai, bah ouais, toute cette séquence, enfin, là, Après, on va à expliquer, c'est compliqué. En fait, il faudra vraiment voir la scène, mais vraiment toute la séquence de The End, comme je disais, vraiment, c'est un voyage. Et même si tu comprends pas les paroles, pas tout, même si, parce que non, il n'y a pas les sous-titres en plus quand ça chante. En tout cas, moi, j'avais pas les sous-titres. Mm. Clairement, t'es quand même dedans, en fait, parce que bah, The End, c'est une musique qui te transporte du début jusqu'à la fin, en fait, et ça raconte l'histoire de Morrison, justement. Ouais, c'est ça, c'est un truc en transe, et puis même à la fin, ça, quand il dit Mother, I want to, voilà, to F, voilà, ça, ça part loin, ça part vraiment loin, et j'avais oublié en fait cette scène parce que la musique, je la connais très bien, Zian, mais à chaque fois, je relève pas, et quand j'ai vu ce truc-là sur scène, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que c'est pour ça que les gens avaient pété un câble, parce que oui, limite, ils simulent un acte sexuel sur scène, et à l'époque, non. Ouais, non, mais de toute façon, c'est du Freud, hein, enfin, Zian. Hein, Oui, oui. Je veux Mother, I want to kill you. Ouais, c'est ça. Ah non, c'est Father, I want to kill you, et Mother, I want to fuck you, c'est ça. Il y a un gros côté freudien. Ah bah oui, bien sûr. Et après, si, il y a une autre scène aussi, pareil, là, qui s'est vraiment passée dans la vraie vie, c'est la scène avec le policier qui lui fout le gaz lacrymo dans les yeux. Ça s'est vraiment passé. Et ça, c'est vraiment parti en cacahuète. Après, par contre, je ne me souviens plus si c'est lié au même concert, en fait. Est-ce que justement, au moment quand il s'est fait gazer, est-ce que après, genre, il est arrivé sur scène? Est-ce qu'il a dit oui, là, c'est la faute des policiers, tout ça, il y a une émeute? Ça, je ne me souviens plus si c'est vrai. Je pense que... Ouais, je sais pas. Je pourrais pas te répondre. Mais en tout cas, dans le film, donc il y a cette scène où il se fait gazer, et après, il raconte au public qu'il vient de se faire gazer. Bon, il en met une bonne couche au policier qui est à côté et tout, pour bien l'énerver, enfin, en fait, tu sens qu'à chaque fois il défiait l'autorité, quoi. Il y avait un rapport, il y avait un rapport chez lui obligatoire de ah, j'ai pas le droit de faire ça, bah tiens, quand ils doivent chanter leur chanson Light My Fire, ouais. My Fire dans le show télé vachement connu. Le mec lui dit, ah bah, s'il te plaît, non, mais juste dites pas que tu veux planer, quand tu veux partir. Oui, come on baby, like my fire. Et après, il dit, get much higher, aller encore plus haut. Et donc, il dit, non, mais tu peux juste dire bien. Genre un truc. Il lui fait une réflexion. D'ailleurs, Morrison, après, juste avant de chanter, il parle avec le groupe. Et t'as Ray qui lui dit, bah, c'est bon, on change, pas de problème, quoi. Et lui dit, bah, ok, bah, si on change, bah, toi, tu t'appelles plus Ray, alors tu t'appelles Irvine, ou tu t'appelles... Non, mais c'est ça, c'est génial. Mais c'est excellent. Non, ça, cette scène-là, elle est cool. En vrai, non, le film, il a son lot de films cultes. Enfin, il a, voilà, après, on en parlait tout à l'heure, mais la scène de trance avec la chamane, voilà, où là, ils ont vraiment pris trop de trucs. Beaucoup. Trop de trucs. Celle-là, elle est incroyable. T'as la scène, ouais, la première scène du groupe, quand ils sont chez, je crois que c'est chez Robbie Krieger, le guitariste, ou Ray Manzarek, je sais plus. Vraiment, et là, il commence à en plus composer Light My Fire, juste l'intro. Ouais. Il dit, ah les gars, non, sortez là, j'ai un truc et tout. J'ai 5 minutes pendant que je crée une des chansons les plus ouf des années 60. C'est ça, donc non, 5 minutes pour créer ce son de malade, quoi. Donc ça, c'est ouf, quoi. Ouais, carrément, ouais. Et je sais, bah, après, c'est toujours marrant de se dire, est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça ou pas? Mais si c'est ça, si le gars, il a dit, bon, bah, ok,
moi, t'as le gars, il arrive, il dit, bah, moi, j'ai trouvé 3 accords, sol, la, ré, là, et puis il dit 2-3 mots, et puis, genre, en 5 minutes, si tu regardes enfin, si tu crois au film, en 5 minutes, ils ont écrit Light My Fire, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, en 5 minutes, et puis, non, en vrai, je pense que ça a été créé en plus longtemps. Mais ouais, non, je pense que le mec, Ray Manzarek, il était très très bon au clavier, donc c'est vrai qu'après, il avait une formation classique et jazz, donc forcément, ça aide. Ah, bah, mais musicalement, c'est vrai que bah, le clavecin, déjà, ça fait tout hein, sur. Ah, les Doors, oui. Et puis la basse et tout. Enfin, t'as plusieurs origines. C'est ça que j'aime bien aussi, c'est que t'as un côté un peu hispanique, un côté un peu poétique. Enfin, en fait, il n'y a rien qui ressemble aux Doors, en vrai. Je pense. Non, c'est vrai. Il y a quasiment aucun groupe qui est dans la lignée ou dans le même style que ce que eux ils ont proposé. Ouais, non, ça n'a rien à voir parce que bah, à la même époque, tu avais les Beach Boys qui étaient clairement dans la même veine un peu rock surfing californien et tout, mais c'est pas du tout la même chose. Pas du tout. Hein. C'est pas du tout la même chose. Ah ouais, même si j'aime bien les deux, mais non, les Doors, en fait, il y a mais ils ont vraiment fait de la musique pour Jim Morrison aussi, parce que Oui. t'as des espèces de musique un peu indienne, des trucs de trance carrément quoi, où c'est même plus vraiment de la musique. Ouais, c'est ça, ouais. C'est de la musique, mais c'était déjà un peu presque les débuts de la musique électronique quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Hein. On va passer un peu aux drogues. De toute façon, si on a d'autres trucs, on en reparlera. Mais là, les drogues, il faut qu'on attaque ce sujet qui est quand même important. Donc, dans le film, les drogues, c'est pas un sujet primordial, mais il faut savoir que tous les personnes du groupe prenaient des drogues. Surtout, je pense, Jim Morrison et sa copine Pamela. Eux, en fait, on comprend très vite que ils sont soit sous LSD, soit sous acide, soit même sous péocle. Ouais. Donc, le péocle, c'est de la. Attends, je veux pas dire de conneries. C'est de la mescaline. Donc, on est déjà sur des psychotropes qui sont vraiment en mode. C'est pas un petit joint, quoi. Là, et puis dans le film, tu vois, en fait, donc au niveau mise en scène, on est sur quelque chose de réaliste. Donc quand ils prennent des drogues, on n'a pas des trucs flous, des trucs hallucinants qui arrivent. Je pense qu'Oliver Stone, il a quand même essayé de rester le plus réaliste possible dans son film. On a des petits effets de mise en scène, notamment quand ils sont dans le désert, parce que là, ils ont tous pris un trip. Bah ouais, c'est là. Et donc là, forcément, il y a une petite envolée et il y a un petit jeu de mise en scène. Mais sinon, généralement, en fait, quand il n'y a pas d'éléments particuliers quand ils prennent de drogue ou de jeu de mise en scène. Par contre, ils sont tout le temps sous effet de drogue, quoi. Et Jim Morrison, je pense que dans le film, tu le vois quasiment jamais à jeun, quoi. Mais je crois que je crois qu'en fait, vu que le film il commence, après la scène d'intro, on voit Jim Morrison, il doit être âgé de 22 ans, je crois, un truc comme ça. Oui, en fait, là, il est déjà en pleine période, donc oui, il avait déjà pris sûrement tellement de prod que forcément, là, non, on le voit jamais à jeun. Et comme je te disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'en fait, à un moment donné, vers la fin du film, on le voit toujours avec une bouteille d'alcool. En fait, au début du film, c'est vraiment toutes les drogues des années 60. Je me souviens plus, en plus, même il en parle. Il dit même son nom de la drogue qu'ils prennent quand ils sont dans le désert. Ah, c'est ça, c'est le péocle. C'est ça. Ouais. Et ça, voilà, on le voit. Et c'est vrai qu'en fait, à la fin du film, voilà, c'est vraiment devenu un alcoolique. Et même justement, même les membres du groupe s'inquiètent plus sur ça que sur justement sa prise de drogue qu'il prenait d'habitude. Ils s'inquiètent plus sur son problème d'alcool. Qui est là, j'ai l'impression qu'est la deuxième partie du film où là, c'est un problème parce que l'alcool est quand même une drogue aussi. Donc, mais attends, l'alcool, surtout, lui, c'était du whisky et c'était plusieurs bouteilles de whisky par jour. Ouais, non, il s'est défoncé la santé, quoi. Je veux dire, les crises de foie, bonjour, quoi. Enfin,
Non, non, c'est clair. Après, de toute façon, dans ces années-là, en plus, ils étaient jeunes, hein, parce que ce qu'on dit là, et que moi j'ai oublié, mais il faut le redire, c'est qu'il est mort à 27 ans. Ouais. Ce mec est mort à 27 ans. Et là, aujourd'hui, on fait une vidéo sur lui. Enfin, tu vois, c'est quand même incroyable ce qu'il a réussi à faire en si peu de temps, moi, je trouve. Je suis impressionné, quoi. Bah, c'était un peu tous ces artistes de cette époque-là, j'ai l'impression. Ouais, c'est le fameux club des 27. Bah ouais, non, mais c'est ça, ouais, non, mais quand je veux dire, quand tu vois Hendrix, pareil, sa carrière, il y a eu 3 ans, je crois, Hendrix, 3-4 ans. Je crois que il a même commencé après Morrison, vraiment à devenir connu Hendrix. Donc ouais, bah, Janis Joplin, pareil. Bon, le Brian Johnson des Rolling Stones. Non, lui, il était connu quand même un peu plus, mais oui, ce fameux club des 27, ouais, c'est vrai que quand tu vois, je veux dire, le nombre d'albums qu'ils ont sortis, les Doors, par rapport à leur nombre, à leur durée d'activité, oui, c'est énorme. Est-ce que ça t'a pas choqué dans le film à des moments? Parce que moi, quand je vois Val Kilmer à la fin du film, j'ai l'impression qu'il a 40 ans. Enfin, si tu veux, Oui, avec la barbe. J'arrive Avec la pas. barbe. Ouais, avec la barbe, avec tout. Enfin, je veux dire, le personnage, tu le vois, tu peux pas te dire que c'est un mec de 27 ans. C'est possible qu'en fait, c'était vraiment le cas pour Jim Morrison. Peut-être on avait déjà l'impression qu'il avait 40 piges à 27 ans. Mais dans le film, à la fin, tu vois Val Kilmer déjà. Plus que, je pense, les autres drogues. Quelqu'un qui va beaucoup boire, ça va se voir sur son visage. Pareil, il y a un autre biopic à ce moment-là où on voit cette personne qui avait 47 ans, c'est la môme, Edith Piaf. Tu vois Edith Piaf en fin de vie, elle avait 47 ans. Et pourtant, on dirait qu'elle en a 70. C'est un truc de ouf, ça, quand même. Donc, volonté d'Oliver Stone, justement, d'avoir voulu vieillir le personnage avec, justement, sa prise de drogue et l'alcool. Enfin, franchement, je le redis, mais c'est vraiment l'alcool, je pense, qui a vraiment tout détruit chez lui, même si... Surtout à ce niveau-là de prise, quoi. Parce que les drogues, on sait que ça permet, ça peut aussi aider à boire sans s'arrêter, tu vois, à pas être malade. Tu as beaucoup de gens, en fait, qui vont prendre de la coke ou des trucs pour continuer à boire. Je sais pas si tu connais un peu ce truc-là, mais non, je connais, non. Souvent, en fait, les drogues peuvent permettre aux gens de continuer à se défoncer. Et comme Morrison, il est tout le temps défoncé, il peut tout le temps boire, en gros, si tu veux. Il n'y a pas, il y a plus de limite. En fait, ça enlève les limites. Là où normalement, toi, tu vas boire autant que lui, tu vas être mort, tu vas canner. Mais lui, comme en fait, il a déjà dépassé toutes ses limites avec la drogue et tout ça, en fait, il a plus de limites. Et c'est pour ça que tu le vois se trimballer avec des bouteilles, genre je le bois au goulot. Ouais, non, mais oui. Je pense que tu fais ça une journée avec une bouteille de Sky, et le lendemain, t'es mal, quoi. Et lui, il le faisait tous les jours, hein, donc, mais je crois même que dans le film, en fait, à part peut-être la scène dans le désert, on les voit pas tellement, et avec la chamane, on les voit pas vraiment tellement se droguer. La prise, en fait, on voit quelques fois, il se donne un cacheton, ouais, mais... Un cacheton, mais on voit pas trop de prise. Non, je pense que c'est pareil, c'est une volonté pareil d'Oliver Stone, justement, pour pas peut-être diaboliser justement la chose en mode ah là là, dans les années 60, enfin c'était grave et tout. Non, je pense que lui, il voulait montrer à ces personnages, voilà, qui prenaient tous ces prods, mais je pense que ça servait à rien, je pense, de montrer. Ça, c'est comme par exemple dans Requiem for a Dream. Dans Requiem for a Dream, on les voit très rarement se piquer, c'est fait avec les différents cuts, avec ça fait et puis avec la pupille. C'est un délire comme ça, en fait, parce que ça sert à rien de montrer, je pense, quelqu'un qui se drogue. C'est pas ça, je pense, qu'il voulait montrer Oliver Stone. Non, mais puis de toute façon, la prise de drogue, en tant que telle, peut-être que tu le montres une fois dans le film pour que les gens arrivent à visualiser qu'il le faisait, mais en vrai, c'est pas du tout, c'est pas le plus intéressant. Ce qu'on sait, en tout cas, c'est qu'il est tout le temps sous substance. Oui, ça c'est... Le personnage était quand même assez dingue, quoi. Donc la deuxième partie de l'analyse un peu, c'est la crédibilité. Donc, pour moi, en fait, c'est crédible en fait dans ce film. Les drogues, il n'y a pas de truc inventé. C'est vraiment, on est vraiment sur des drogues de l'époque. On est
en plus, lui, il cherchait vraiment des tripes. On est dans les drogues hallucinogènes, des tripes. Tout à l'heure, je te parlais de mescaline et tout ça. Ça, on sait très bien que voilà, que à cette époque-là, que maintenant c'est reconnu. Et donc, je sais pas si tu connais un peu les psychotropes et ce genre de drogue-là. Ouais, je suis un peu renseigné. En fait, la prise, ils te la montrent pas parce que tu dois déjà manger des trucs qui potentiellement dans les 3 premières heures te font gerber. Enfin, tu vois, donc en plus, les effets sont pas immédiats, donc ça a aucun intérêt de te montrer la prise en réalité. Ça aurait gâché un peu la magie du film. Ça aurait gâché la séquence. Tu vois les personnages en train de gerber au début, tu fais oh non, c'est pas le Loup de Wall Street en fait. C'est le Loup de Wall Street, on te montre tout. Tu vois, on te montre l'avant, le pendant et l'après. Tu vois, c'est ça qui est pas mal. Le Loup de Wall Street aussi, c'est crédible et c'est même, je trouve, assez bien fait, quoi. On voit le trip dans le désert et tout, c'est vraiment presque, on aurait envie d'être dans le désert avec eux pour voir ce que ça fait. Enfin, t'as un petit côté où il montre pas ça de manière négative. Il le montre sans faire de jugement, je trouve. Non, en fait, non, c'est pas de montrer de manière négative au début, en tout cas, parce que c'est ça, même on les voit, comme on disait tout à l'heure, avec à un moment, avec les cachetons dans le désert. Mais après, en fait, au fur et à mesure, on se dit ah ouais, c'est vrai que quand même. Surtout la scène de la dinde, où c'est là. Voilà. Mais là, il commence à boire déjà, non, je crois. Ou il est juste défoncé. Il boit, mais en tout cas, il prend du LSD, alors que Pamela lui avait dit non, mais on prend pas de drogue, on prendra après. D'abord, on a notre repas à faire. Et puis en fait, lui, il l'a déjà pris. Il lui fait une petite chanson, une petite sérénade, il lui en fait prendre un, et puis après, le repas, il part en couille totale. Non, mais c'est ça. Et non, sur le côté, je pense, réaliste, ouais. En fait, au début, tu as ce côté justement très contemplatif. On regarde ce qui se passe avec les drogues et tout ça. Et après, c'est ça qui est cool. C'est que justement, Oliver Stone, il te retourne un peu le truc en mode non, ok, t'as trouvé c'était cool, mais je vais te montrer là le côté que c'est pas cool, justement. Ouais. Et que là, en fait, il déshumanise totalement Jim Morrison. Enfin, Ce que tu dis, c'est même, c'est-à-dire qu'on le ressent par rapport aux autres membres du groupe. C'est-à-dire qu'eux aussi se désolidarisent du trop de drogue de Morrison. Ouais, je suis d'accord. Et de l'alcool. Et je pense que ça, c'est peut-être aussi une volonté de vouloir faire passer le message en le montrant de la part des autres membres du groupe. Parce qu'eux aussi, c'était des drogués, mais qui sont restés, on va dire... quand je dis des drogués, c'était en tout cas des gens qui prenaient... Oui, ils en prenaient. Après, oui, est-ce que en fait, t'es considéré justement comme drogué? Enfin, est-ce qu'on peut dire que les membres du groupe étaient drogués? Oui, ils étaient drogués à ça, mais est-ce que drogué, j'ai l'impression qu'en fait, c'est surtout un état d'esprit, en fait. Attention, parce que drogué... alors, ça t'amène à un autre sujet, mais est-ce que c'est péjoratif de dire de quelqu'un que c'est un drogué? Pour moi, c'est un état d'esprit, en fait. Quand je le dis, je trouve pas ça... Enfin, on est tous des drogués quelque part. Hein. Enfin, oui, bien sûr. Du sucre, drogué du café, drogué de plein de choses. Donc, en fait, drogués, ils étaient quand même chauds, quoi. Les gars, ils prenaient du LSD, c'est vrai. On parle de mescaline, on parle d'acide. C'est vrai que c'est pas montré c'est pas montré en tant que truc péjoratif. C'est vrai, ça sur ce que tu disais. C'est vrai que c'est pas montré. Ouais, ça je suis d'accord. C'était pas l'objectif en tout cas. Il y a plein de gens déjà qui savent dire que c'est pas bien et qui savent. Je trouve qu'en tout cas, Oliver Stone, il a pas voulu être trop juge. Il a montré comment ça se passait à cette époque-là, qu'est-ce qu'ils ont pris. C'est intéressant de le voir. Après, c'est pas non plus de la promotion, parce que comme tu l'as dit, on voit vite arriver le revers de la médaille, le retour du bâton. Donc, mais donc, en tout cas, c'est crédible, moi, je trouve. Et donc, le dernier point, c'est la place de la drogue dans le film. Là, j'ai un peu répondu, j'ai un peu spoilé tout à l'heure, mais en fait, c'est pas une place. Le film ne tourne pas autour de la drogue, mais les personnages sur lesquels le film tourne prennent de la drogue. Et donc, nécessairement, on voit des gens qui sont qui sont bien défoncés. La question que je me pose, c'est est-ce ce film-là, il aurait pu sortir
tu penses, dans les années 60, enfin un peu après les Doors, quoi? Hmm, Ou est-ce qu'il aurait fallu attendre du temps pour pouvoir montrer ça hmm. Je pense qu'avec le recul, ça aurait peut-être été un peu compliqué. Et puis surtout, tu sais, si tu joues sur un événement, enfin, en fait, c'est ça, c'est le film. Forcément, nous, on aura attendu juste la mort de Morrison. Là, en fait, on voit le film des années 90. On a envie de découvrir cette époque qu'on n'a vraiment pas connue, mais que nos parents, par exemple, ont connue. Ou si on est américain, en tout cas, je parle, si on est né là-bas et autres. Donc, je pense que voilà, si c'est né dans les années 60, bah, c'est voilà, un film pour, on va dire, les jeunes des années 60 qui ont envie de savoir 2-3 trucs sur Jim Morrison. Là, le fait de le voir aujourd'hui, qui est 6, 7, 8, 9, 30 ans après, 30 ans après les Doors, bah, c'est une autre époque, c'est des autres styles de musique, c'est tout, même dans la mise en scène. Enfin, tu filmais pas dans les années 90 comment tu filmes dans les années 60. T'as tout qui perd. Et puis justement, on en parlait vite Zef tout à l'heure, cette espèce d'image, ce grain des années 90 qu'on a et qu'on repère tout de suite, voilà, que c'est un film 80, qui est né dans les années 90 avec Joe Dors. D'ailleurs, en plus, le directeur de la photo, j'ai regardé un peu, c'est vraiment un mec qui pèse quand même. Hein. Il a fait la photo chez Scorsese avec Casino. Il a fait quasi tous les Tarantino. Ah ouais, donc, non, vraiment, le mec est très, 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 très bon. Et ça se voit, en fait, quand on regarde maintenant Casino ou même Kill Bill, Platoon, tous ces trucs-là. Oui, c'est lui. Donc, il a justement ce grain un peu dans les années 90, un peu où c'est en surexposition un peu, genre une image très blanche avec les lumières et tout. Enfin, on repère bien que c'est lui. Donc, non, je pense pas que si ce film était sorti dans les années 60, il aurait aussi bien marché, peut-être qu'aujourd'hui dans les années 90. Enfin, aujourd'hui, il y a longtemps. Ouais. Et, ma question, c'était plus de savoir est-ce que on aurait montré autant de choses au niveau des drogues et tout ça dans cette époque-là, mais je pense ouais, peut-être. Si tu vois. En tout cas, quand est-ce que là, t'as par exemple des films des années 60 là que t'as en tête où genre vraiment les drogues ont... Easy Rider que là j'ai vu il y a Ouais. pas longtemps, en fait, il fume des joints dans le film, mais Ouais. tu les vois pas du tout. Enfin, tu les vois prendre un acide à la fin. Mais ouais, ouais. Mais tu vois, il a été vachement décrié, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc, je pense qu'ils auraient pu le faire, mais ça aurait un peu, ça serait parti en sucette. Donc, on a déjà tout spoilé de ce que je voulais dire sur la conclusion des drogues, mais effectivement, en fait, dans le film, on voit l'évolution en fait de Morrison. Et c'est ça qui est bien, c'est parce que c'est pas uniquement on le voit se droguer et on n'aurait pas vu forcément qu'est-ce que ça lui a amené plus tard. Là, au moins, on voit et ça permet en fait, même si, comme on l'a dit, c'est pas, il dit pas directement Oliver Stone que c'était pas bien de se droguer. Il le fait comprendre clairement sur le enfin même pas il le fait comprendre, la vie le fait comprendre puisque c'est une histoire vraie. Mais donc on voit quand même que les abus amènent toujours des problèmes et en tout cas c'est je trouve assez sympa de voir un film où t'as des délires quand même avec des drogues comme ça, parce que finalement, il n'y en a pas tant que ça. Chez Oliver Stone aussi, quand même, avec Tuernay, je me souviens pas si on voit ce... Tuernay, aussi, à un moment, avec un Indien, il y a une scène de fou, d'ailleurs, avec une musique incroyable de Nusrat Fateh Ali Khan, un mec qui fait du djembé. Musique de dingue. Tuernay, moi je kiffe. Hein. Mais il n'y a quasiment pas de drogue, sauf cette prise de, justement, je crois que c'est du péoc là aussi, avec cet Indien, où ils se font un délire dans la tente et après d'ailleurs ils partent en couille. Mais il n'y a pas tant de drogue que ça dans Tuernay. Dans Wall Street, ils en parlent en fait à un moment. En fait, je suis en train de regarder un peu la filmo là, d'Oliver Stone, savoir si... Pas c'est forcément la place principale, mais oui, à un moment, il va en parler.
Stone, il se fume des Oui, douilles à travers le fusil et tout ça. Donc, oui, il a Batman, ils le toujours font, et après, parlé de drogue. Wall Bah, Street, je crois qu'ils en parlent quand même, vite fait, quand même, il a dans Wall parlé de la Street. coke, obligatoirement. Donc, mais ouais, en fait, c'est quand même quelque chose, je pense qu'Oliver Stone aime parler, Et puis, parce il y que a c'est... ce film Savages, Ouais, Savage, je sais pas comment on prononce, mais sur Savage. qui parle de weed. Mais je ne l'ai pas vu, donc je pourrais pas te dire Je pourrais encore pas ça. dire non plus, donc là, Mais, sur ça. mais il me semble que ça traite encore des drogues. Donc c'est un habitué, non, mais dans sa filmo. Moi, sur la conclusion du film, déjà, par rapport à la performance de Val Kilmer, je trouve que rien que ça mérite qu'on regarde le film. Hein, Oui. parce que Oui. le mec est incroyable, quoi. Ah bah, il s'est clairement approprié le rôle. Val Kilmer, c'est Jim Morrison. Enfin, je veux dire, pas une seule fois pendant le film, je me suis dit, ah ouais, non, le mec, il en fait trop. Non, c'est Val Kilmer. Et là, même en VO et en VF, ça passe très bien. Parce que c'est vraiment plus une VF, voilà, typiquement années 90. Bon, forcément, voir Val Kilmer jouer, il faut le voir en VO, parce qu'en plus, bah, tous les textes et tout qui parlent, bah, c'est quand même plus sympa d'entendre ça dans la langue anglaise. Mais non, Val Kilmer, c'est une de ses meilleures performances, voire la meilleure performance qu'il ait fait, je pense. Je pense parce que c'est dans ses rôles principaux, c'est la Willow, il était pas. C'est un film que j'adore, mais on peut pas dire que c'est un rôle de dingue. Pour moi, c'est vraiment celui-là, quoi, où il est incroyable. Dans Je suis Hit, d'accord. il est pas extraordinaire. Non, pour moi, c'est son meilleur rôle. Hein. Je vois pas de. Et puis, en plus, il paraît qu'il chante vraiment dans le film Oui, certaines chansons, oui, il chante. et que les membres du groupe réel, enfin les vrais membres du groupe des Doors, arrivaient pas à faire la différence entre Morrison et lui. Ouais, bah la scène sur la plage quand il rencontre Manzarek, oui, c'est lui qui chante. Vu que c'est Manzarek justement qui racontait, enfin, que c'était la chanson. Il dit le titre, sauf qu'on n'a jamais eu de preuve. Je veux dire, c'était ce titre-là. Donc, quand Oliver Stone le met en scène, il met en scène en chantant cette chanson. Et oui, là, ça se voit que c'est Kilmer qui chante. Et tu vois pas la différence du tout. C'est un truc de ouf. Non, et puis même physiquement et tout, le mec, c'est impressionnant, quoi. Ouais. Non, ouais, de ouf. C'est vraiment bien fait et tout. Le personnage, c'est vraiment une super interprétation. Non, bah, il y a une reconstitution quand même de l'époque qui est vraiment, en plus, qui mérite d'être vue. Il y a des scènes, on en a vaguement parlé tout à l'heure, mais la phase avec Andy Warhol, mais enfin, je veux dire, je sais pas si c'était comme ça à l'époque, mais qui étaient ces gens? C'est incroyable. Ouais, non, ça avait l'air fou. Ils avaient l'air mais tellement perchés, tellement genre. Ça m'étonnerait pas. On m'a donné un téléphone, on m'a dit que c'était Dieu au bout du fil. Non, mais il n'a rien à me dire. Attends, là, tu fais, qui êtes-vous? Qu'est-ce que c'est? C'est pas possible. Et donc ça, enfin, je trouve qu'il a vachement réussi à retranscrire cette époque, cette folie qu'il avait l'air d'avoir dans ces années-là. Mais on sent bien ce côté contestataire de l'époque. On le voit aussi par Morrison. C'est assez bien fait. Il y a une scène qui est touchante où il regarde les infos et il pleure. Je sais pas si tu t'en rappelles, mais oui. On sent qu'en fait, il est vachement touché par l'actualité et par les inégalités. Je pense là, je pense Oliver Stone, il a fait un peu une autobiographie de lui-même. Je pense que quand Morrison, justement, il est devant ce poste et qu'on voit la scène, je pense que là, c'est Oliver Stone, clairement. Je pense que c'était Oliver Stone à cette époque-là qui se disait, OK, là, je suis dans cet état-là et c'est sûr. Peut-être que c'est même pas peut-être, j'en suis sûr que il a mis un peu de lui-même dans le personnage de Jim Morrison, qu'il a dû pas mal justement trouver des ressemblances avec lui, je pense. Ouais, ok. Mais en tout cas, c'est vraiment une bonne retranscription de l'époque. C'est vraiment je pense une bonne façon de raconter les Doors, même si c'est pas parfait, même si Ouais. Il y a effectivement ce problème de la fin qui est un peu bâclé, enfin pas bâclé, mais qui te laisse un peu un goût amer quand tu sais qu'en réalité
voilà, c'est un peu. Mais vraiment, le film et puis la musique, quoi, incroyable. Donc, Il faut le voir. faut le voir. Il n'y a Faut le pas, voir. il y a pas Non, non, d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Tu es obligé de le voir. d'accord. Est-ce que toi, tu dirais, tu pourrais rajouter Hmm. petite, Si les gens sont intéressés, ça serait bien qu'ils arrivent à choper la Director's Cut, enfin la Final Cut en tout cas, qui est sortie là il y a quelques temps, celle qui est là, celle-là là. Il n'y a pas grand chose qui change, mais voilà, il y a peut-être quelques planches qui ont été rajoutées, mais ça se joue vraiment à quelques secondes, et surtout c'est une version restaurée, et ça vaut vraiment le coup. Ah oui, et aussi c'est vrai que The Doors, ça a été une révolution sonore à l'époque, parce que c'est la première fois qu'on diffusait, attendez, je vais retrouver le terme. 6 pistes, ouais. C'est ça, c'était 6 pistes, et c'était de la première à l'époque. Et j'ai l'impression qu'en fait, dans les années 90, il y a eu quelques films qui ont un peu révolutionné un peu le système de son. Par exemple, en 92, il y a eu Batman Returns, le Batman le défi. Pareil, lui, c'était la première fois que c'était du Dolby Surround, il me semble. Après, on a eu pareil, je crois, Jurassic Park qui était en DTS en 93. Enfin voilà, vraiment, il y a eu pas mal de films dans les années 90 qui ont vraiment un peu révolutionné le Ouais, puis système en fait, sonore. t'avais différentes boîtes aussi qui sortaient des systèmes différents et du coup des nouveaux standards. Enfin, ça C'est a ça. pas arrêté de changer, ouais, c'est clair. Non, c'est ça. Mais voilà, en fait, ouais, s'il faut voir le film, mettez-vous en condition. Hein, juste le regardez pas peut-être en coup de vent comme ça. Juste, voilà, faut se mettre en condition. C'est un film qui est un peu long, oui, il fait 2h20, mais c'est un film où clairement qui nous plonge dans les années 60 et on n'en ressort pas en fait. On n'en ressort pas indemne de ce film. C'est assez fou. Non, puis le personnage interpelle, quoi. C'est un poète des temps modernes, même si c'était dans les années 60, Ouais, mais c'est rare de voir des gens qui étaient à ce point-là, possédés par la poésie, par la chanson, et en tout cas régaler les autres, parce qu'ils ont quand même vraiment, je pense, régalé tout le monde au niveau de la musique, et ça, c'est vrai que c'était cool. Je te laisse. Je t'ai coupé, excuse-moi. Non, c'est bon. Non, pas du tout. T'inquiète. Non, est-ce que tu veux redire un truc, du coup? Bah non, après, comme on disait, vraiment, ouais, non, voyez le film et penchez-vous en vrai pour je pense que la plupart des gens le font, mais la filmographie d'Oliver Stone, même en tant que réalisateur et même dans ce qu'il a écrit, on parlait de Midnight Express, on parlait de Scarface, et surtout, en fait, lui écrit tous ses films, quasi Oliver Stone. Ça, c'est vrai que c'est ce type de réalisateur, voilà, qui écrit ses films, donc c'est vrai que là, c'est vraiment un film d'auteur. Parce que c'est vraiment sa vision qu'il veut mettre dans ce film. On va passer au bonus. Ok. Donc, les bonus, je vais te demander de me citer, pour commencer, une œuvre culturelle autre qu'un film, donc une musique, une série ou un dessin animé qui parle de drogue, qui a des drogues que tu aurais appréciées, bien sûr. Laisse-moi réfléchir 30 secondes. C'est ça. Non, mais tu sais quoi, je sais pas si on en a parlé, mais peut-être truc très simple. Hein. La musique des Beatles, Lucy in the Sky with Diamond. Oui. Tout simplement. Je sais pas si on en a déjà parlé. Non. Bah voilà, à la limite, on reste comme ça dans cette thématique des années 60. Voilà, en plus, quand voilà, on prend les premières lettres, ça fait LSD. Enfin voilà, ça, je pense qu'il faut pas être dans une grotte pour le savoir. Et clairement, c'est. De quoi? Non, j'ai dit, tu sais bien de le rappeler quand même. Parce que Ouais, c'est Lucy ça. in the Sky with Diamond, tout le monde a pas C'est ça. forcément. Et non, c'est une musique en plus qui a été faite à cette époque-là. Il y avait même les Rolling Stones qui étaient un peu dessus, il me semble. Il y a en tout cas un ou deux membres des Rolling Stones qui sont dans la chanson. Je sais plus lesquels, mais je sais qu'il y en a, voilà, ils sont dans la chanson et c'était à l'époque même un peu où ils cédaient. Par exemple, dans la chanson des Stones, She's Like a Rainbow, il y avait justement là, un des gars des Beatles. Enfin voilà, ils cédaient un peu sur leur musique. C'était très très cool. Donc en vrai, non, je vais pas dire forcément une musique, mais plus les Rolling Stones et Beatles début années 60. Vraiment, c'est parce que ça n'a plus rien à voir, je veux dire, avec les Rolling Stones des années 70-80. Au moment de toute façon où leur chanteur et guitariste est mort, Brian Jones, là ça s'est barré en cacahuète, pas en cacahuète, mais il y a eu un renouveau chez les Stones et là on a eu tous les morceaux qu'on connaît. Brown Sugar, en même temps, voilà, Brown Sugar, ça parle aussi de drogue, ça
Voilà, c'est intéressant, sauf que eux, les Rolling Stones, on va dire qu'ils s'en ont jamais caché, eux, les Beatles, vu que c'était les gentils garçons, il fallait pas, on va dire, qu'ils aient cette image, voilà, de mecs qui se droguaient, tandis qu'ils ils se défonçaient autant que les Stones, hein, ça, faut pas se le cacher. Hein. Ouais, je pense qu'ils sont tous mis bien. Ouais. C'est sûr. Donc, ouais, moi, Ok, c'est une écoute, Rolling Stone, Beatles, ça me va très bien. On va maintenant passer à ton stupéfiant. Donc, le stupéfiant, pour le coup, c'est un film. Et c'est un film qui parle de drogue. Un de tes films préférés qui traite du sujet. Hein. Donc, je te laisse. J'imagine que aussi, pareil, on a dû parler de Requiem for a Dream, parce que je sais que Requiem for a Dream, il fait partie de mes films préférés autour de ce thème-là. Ça, En fait, non. J'ai pas eu vraiment un stupéfiant sur Requiem for a Dream. D'accord. Mais sinon, non, ou sinon, C'est vrai que tu l'aimes, toi, ce film. en fait, c'est un film qui On me. a fait tellement que j'ai mal. pas- En fait, c'est pas un film que j'ai vu beaucoup de fois, mais que, en fait, il m'a tellement marqué, il m'a tellement imprimé la rétine que, en fait, oui, ça fait partie des œuvres qui m'ont marqué. Oui, La musique est incroyable. Hein, la musique, elle est incroyable, les plans sont incroyables. Enfin, vraiment, après, c'est un montage très années 2000 qui fait très tac, 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 tac. Donc, voilà. Mais, La musique est folle, quoi. mais non, ouais, non, Requiem for a Dream. S'il y en a qui ne l'ont pas vu, c'est à voir direct. Ouais, je sais pas si tu connais le voyageur du cinéma. Ouais. Et je vais faire Requiem for a Dream avec lui. D'accord, trop cool. Bientôt, vraiment. Donc, très, très bien, très bon stupéfiant. Mais qui fait mal, hein, stupéfiant. Ça fait très mal. Hein. C'est le couteau que tu te tournes dans. Là, quand je vois mon bras là comme ça, je suis en mode non, arrête. Hein. Sans spoil, bien sûr. Avec le mec qui va vendre la télé de sa mère. Ah, c'est. Jared Leto, hein, putain. Jared Leto, incroyable dedans. Incroyable. Il en a fait du chemin depuis. C'est clair. Et donc maintenant, on va passer à ton fait tourner. Donc le fait tourner, c'est toi, ta carte blanche, tu peux mettre en avant ce que tu veux. Ouais, alors j'ai justement, je parlais tout à l'heure du bouquin d'Oliver Stone, donc franchement, je invite les gens, pour ceux qui s'intéressent, je le montre là, ça vaut vraiment le coup. Si vous vous intéressez à Oliver Stone, sur tout ce qu'il a fait, il y a beaucoup d'anecdotes, et surtout, c'est son point de vue, et c'est super intéressant. Donc ça, j'en parlais au début. Et je pars. Après, là, le titre, s'il te plaît. Juste. Le titre, c'est À la recherche de la lumière. Ok. À la recherche de la lumière, voilà, il est disponible partout. Voilà, donc vous pouvez le trouver. Et là, je voulais parler d'un bouquin aussi, pareil, puisque j'avoue qu'on ne parle pas trop de bouquins en ce moment. Enfin, si, il y a des chaînes, mais là, on n'en parle pas trop. C'est le bouquin, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Le démon de la croisette. En gros, c'est le chauffeur de Harvey Weinstein, qui en fait raconte tout son calvaire qu'il a vécu pendant des années avec Harvey Weinstein. Donc en fait, il raconte tous les trucs qu'il voyait, comment Harvey Weinstein était avec lui, et parce qu'en fait, c'est devenu un peu son confident au fur et à mesure. Au début, il voulait vraiment pas de lui comme chauffeur, vu que c'est un chauffeur attitré. Et après, au fur et à mesure, ils se sont liés d'amitié, vraiment. Ça va être des grosses parenthèses, parce que Weinstein, c'est vraiment le mec qu'il fallait vraiment pas avoir en tant que client. Mais en même temps, tu avais Weinstein dans ta poche, tu étais tranquille. Donc c'est super intéressant. Donc en fait, il raconte tout justement les trucs quand il était sur Cannes. Donc il raconte au moment de Inglourious Basterds avec Tarantino, il raconte même que Weinstein allait dans des hôtels, il l'attendait devant, il voyait les filles ressortir en pleurs. C'est lui qui les raccompagnait par exemple chez elles, les filles. Mais il pouvait rien dire. Donc c'est vraiment pas mal. Donc s'il y en a qui ça intéresse, ce personnage de Weinstein, qui est quand même un monstre, faut dire ce qui est, c'est vraiment. Lui et Epstein, là, les deux. Non, mais les frères Weinstein, voilà, on va pas faire un débat là-dessus longtemps, mais voilà, ça a été. Ils ont fait peut-être des très bons films en tant que prod, ils ont lancé des carrières, mais ça reste quand même des grosses enflures. C'est clair, et puis ils vont s'en sortir allègrement, quoi, je pense. Voilà, et ils s'en sortaient tout le temps, juste avec parce que les mecs avaient le pouvoir. Et là, clairement, il disait dans le bouquin, c'est que le mec avait le pouvoir et tout le monde avait peur de lui. Genre vraiment, il pouvait se lever, sortir de son taxi parce qu'il y avait un bouchon, aller défoncer le chauffeur de taxi et rentrer. C'est abusé. Et ça, personne n'en a parlé, on n'en a jamais entendu parler. Donc, ouais. C'est fou, mais
c'est incroyable, quoi. Quand tu te rends compte que des gens ont un tel pouvoir, quoi, et que il faut attendre finalement 15 ans ou 20 ans avant qu'enfin on puisse en parler. Mais bon, tant mieux. Donc, tu peux redire le livre? Yes, le démon de la croisette. J'ai vraiment l'impression d'être chez Ruquier là. Le démon de la croisette. Par Chain dans les coulisses. Disponible à la Fnac par un prix de Non, mais 8 euros. c'est intéressant, je connaissais pas du tout ce bouquin et j'imagine que les confessions doivent être. C'est assez chaud, ouais. Le mec, c'est Michael Chemloul et il est passé justement plusieurs fois à la radio pour un peu en parler. Donc, mais bon, en plus, comme tu l'as dit, hein, ça doit pas être évident d'être là, de rien pouvoir faire et en même temps de voir. Après, en plus, il parle d'actrice, il peut pas dire le nom, mais après, quand tu cherches un peu, tu vois un peu les corrélations qu'il y a autour et tu dis ah ouais, ok, c'était cette actrice-là, ok, c'est très chaud. C'est très chaud ce qui arrive, mais vraiment. Donc voilà. Ben ouais. Très bien. Bah, c'était un fait tourner intéressant. Aurel. Ouais. C'était bien cool cet entretien. C'était un plaisir. C'était très cool. Le film, il est vachement bien. Et puis, ça se voit que tu l'as bien apprécié et tout. Donc, c'est vraiment sympa d'avoir cet échange. Je vais te souhaiter bon courage pour la suite. Merci, toi aussi, pour les prochains entretiens et tout. Ouais, c'est cool. Et puis, écoute, on aura peut-être l'occasion d'en refaire un, si ça t'intéresse. Et puis, en tout cas, merci beaucoup à toi. Merci à toi pour l'invitation, c'était très cool. Merci beaucoup. Allez, ciao. Salut, bye. Allez, vas-y, pas cool, abonne-toi.